Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP, avec qui nous allons ensemble faire un point de rentrée sur les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine en ce mois de septembre 2022. Bonjour Nicolas Ducrot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc délégué général de la CNCGP, Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. On va voir un petit peu avec vous quels sont les enjeux pour vous de cette rentrée. Moi j'en ai quand même identifié un, c'est cette réforme du courtage pour laquelle un certain nombre de grandes associations de CGP se préparent depuis plusieurs mois, qui est actuellement bloquée devant le Conseil constitutionnel. Vous allez nous rappeler les faits mieux que je ne le ferai, mais une association, l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, assorti de ce qu'on appelle une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Et aujourd'hui, tout est bloqué en attente de savoir si la réforme du courtage continue comme elle avait commencé ou si elle pouvait venir à être mise en cause. Oui, tout à fait, Nicolas. Vous avez très bien décrit le sujet. Alors peut-être pour revenir un petit peu sur les fondements de cette réforme, l'objectif avec la création d'associations de courtiers en assurance et en crédit, c'était d'organiser l'univers du courtage un petit peu comme ce qu'il existe au niveau des conseillers en investissement financier. Bien sûr, oui. Qui doivent adhérer à une association professionnelle. C'est ça, il y a une obligation d'adhérer à une association professionnelle et il y a ce qu'on pourrait appeler une autorégulation du secteur ou un autocontrôle dans le secteur par les associations vis-à-vis des CGP. Oui, alors c'est une bonne remarque parce qu'en fait, au niveau des conseillers en investissement financier, donc déjà nous en tant que CNCGP, nous sommes association agréée, nous avons un agrément qui nous est délivré et revu de manière régulière par l'autorité des marchés financiers. Et à ce titre-là, nous sommes amenés à aller contrôler nos adhérents pour nous assurer qu'ils effectuent leur devoir de conseil comme ils doivent le faire au regard des directives européennes et de la réglementation française. Voilà. Au niveau de la réforme du courtage, c'est... Donc ça, c'était avant même réforme du courtage. Exactement. D'accord, c'était une sorte de gage de qualité des CGP adhérents, par exemple. Ça c'est pour les conseillers en investissement financier. Pardon, les CIF, voilà. Oui. Et pas les CGP, soyons précis, bien sûr. Tout à fait. Et l'idée du législateur, ça a été d'aligner ce dispositif sur celui du courtier, avec une différence de taille qui implique que ce nouveau régime est beaucoup plus souple que celui qui existe pour les CIF. C'est que les associations qui sont agréées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, n'auront pas à aller contrôler leurs adhérents sur justement les aspects liés à l'exercice de leur devoir de conseil. Donc en fait, ces associations de courtage, elles sont beaucoup plus souples dans leur gestion, on va dire ça comme ça, et leur mission véritablement, c'est de suivre et d'accompagner leurs adhérents sur tout simplement la question de savoir s'ils ont suivi les bonnes formations, puisque en matière d'assurance, chaque courtier en assurance doit suivre 15 heures de formation par an, et jusqu'à présent, la CPR n'avait pas les moyens véritablement de contrôler que cette mission était véritablement suivie par les adhérents. Donc cette réforme du courtage, ce qu'elle amenait, puis après on va venir effectivement sur le sujet du blocage, c'est de dire il y a une obligation d'adhésion des courtiers à des associations réglementées qui ont été choisies, qui ont fait ce travail-là, de proposer ensuite la formation, et ça permet de se dire quelque part, à partir du moment où il est adhérent à l'association a tout mis en œuvre pour qu'il soit formé. Voilà, il n'y a pas de contrôle, mais en tout cas tout est mis en œuvre pour qu'il soit formé. Alors attention, la formation c'est un exemple, mais l'idée c'est de suivre, d'accompagner, d'expliquer aux courtiers qui ne disposeraient pas de structure de médiation qu'il doit avoir et mettre au profit de son client. Bien sûr, oui. un système de médiateur, voilà, parce que là aussi c'est très compliqué de savoir exactement qui dispose d'un médiateur alors que c'est une obligation réglementaire. Voilà, ça fait partie de ce genre de missions qui sont jusqu'à présent confiées aux associations. Et puis aussi l'objectif c'est de bien s'assurer que lorsqu'il rentre dans le marché du courtage, eh bien l'intermédiaire dispose de la capacité, de l'honorabilité nécessaire à l'exercice de son activité. Et ça, c'est aussi très important, en tout cas vis-à-vis du consommateur, dont ça ne peut être qu'une garantie supplémentaire par rapport à ce qui existait déjà en France. Aujourd'hui, donc, ce sujet réforme du courtage est bloqué en partie, puisque ce que vous décrivez est vrai pour tous les nouveaux arrivants dans le métier. En revanche, pour ceux qui, du coup, avaient déjà un exercice, avaient déjà un numéro ORIAS, mais devaient adhérer à une association en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, absolument. Pour le coup, ça pourrait être remis en cause avec la question prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée par la NCDGP. Oui, disons qu'on est suspendu à la décision qui va être prise par le Conseil constitutionnel, puisqu'effectivement,
cette décision pour avoir une incidence pour la réforme, en tout cas ce qui va concerner les adhérents qui vont rejoindre les associations le 1er janvier prochain, mais ça pourrait aussi concerner ceux qui se sont déjà immatriculés dans les associations. Donc l'incidence, elle est importante. On demeure suspendu donc à la réponse qui va être donnée par le Conseil constitutionnel. Mais pardon, mais je pose la question parce que moi, cette réforme du courtage, j'en entends parler depuis des mois maintenant. Alors effectivement, les associations qui en parlent sont celles qui se préparaient, pas celles sont celles qui avaient été sélectionnées. Mais là, on a l'impression que c'est au moment où ça devait rentrer en application que d'un coup d'un seul, tout est bloqué et que l'État, le Conseil constitutionnel, pourrait se poser la question de savoir si finalement on va au bout ou pas. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est un vrai sujet puisque nous, à la Chambre, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur cette réforme. On a travaillé avec le ministère des Finances, avec la Direction générale du Trésor. On a fait l'objet d'un agrément de la part de la CPR qui est venu contrôler l'ensemble de nos procédures, l'ensemble des dispositifs qui étaient mis en place pour respecter ce qu'avait élaboré le législateur et puis aussi le pouvoir réglementaire. Donc, on est confiant dans la mesure où on s'est conformé à l'ensemble des attentes et ce qui était attendu de la part des associations. En revanche, c'est vrai, ce dispositif de la QPC, il existe depuis une dizaine d'années. C'est la première fois qu'il touche notre secteur. Donc, effectivement, on a une attente du résultat. Il y a un risque de voir cette réforme abandonnée à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel ? Eh bien, c'est le sujet du moment, puisqu'on ne peut pas exclure la probabilité d'une sanction totale, mais on ne peut pas exclure non plus l'éventualité d'une sanction partielle. Et on peut aussi, le Conseil constitutionnel pourrait très bien être amené à valider le dispositif dans sa totalité. Et donc là, ça aurait été une absence des difficultés pour nous pendant quelques temps, le temps de voir justement quelle serait cette solution. On ne va pas rentrer dans le détail juridique des échanges, puisqu'il y a d'autres sujets qu'on va traiter ensemble, mais pour quelles raisons le Conseil constitutionnel pourrait décider d'abandonner cette réforme du courtage ? Bien, disons que le Conseil constitutionnel a été sollicité sur un ensemble de points assez large, on va dire, qui concerne à la fois les acteurs qui exercent en LPS, les acteurs qui étaient exclus de la réforme. LPS, c'est en indépendant, c'est ça ? Non, pas du tout. En LPS, ça veut dire que ce sont des acteurs qui sont situés à l'étranger et qui viennent exercer en France par le biais de la libre prestation de services. Et puis aussi, il y a des points qui, selon moi, seraient beaucoup plus délicats à remettre en cause par le Conseil constitutionnel, mais c'est juste mon avis. C'est ce qui concerne notamment l'indépendance et l'impartialité des associations, puisque tout a été fait pour qu'il y ait vraiment une muraille de Chine, ce qui nous a été dit et longuement répété de la part de la CPR, pour que les salariés des associations n'aient pas de lien avec les administrateurs de l'association en ce qui concerne la gestion des dossiers des nouveaux adhérents courtiers en assurance et en crédit. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'à la base, le principe de l'association, c'est une équipe de salariés, des permanents, qui travaillent avec des administrateurs qui sont tous professionnels. Dans notre cas, ils sont tous conseillers en gestion de patrimoine. Donc, voilà, il y a eu cette crainte. Mais une fois de plus, c'est un travail qui a été fait dans la durée avec le Trésor et la CPR pour éviter justement que le dispositif soit remis en cause. Et il y a aussi un point qui est que la réforme, elle a attaqué sur les contraintes que cela pose aux intermédiaires en termes de sanctions. Parce qu'il est dit justement qu'une association qui viendrait sanctionner un adhérent, cette décision pourra avoir comme incidence que cet adhérent perde sa capacité à exercer, alors que, en fait, il pourra toujours faire un recours contre cette décision, et puis surtout, il sera libre d'aller dans une autre association. On a une date de décision définitive du Conseil constitutionnel ? Dans le courant du mois d'octobre, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. On imagine que ce sera début octobre, mais certains disent aussi que ça pourrait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc on est vraiment dans l'expectative à ce niveau-là. On va suivre donc ce sujet d'ici la fin du mois d'octobre. On parle de courtage, un mot rapide. C'est un sujet qu'on traite beaucoup dans Smart Patrimoine, mais c'est intéressant d'avoir votre vision d'association représentative donc de cette activité
des CGP, mais donc également aussi des IOBSP et donc des courtiers, c'est le sujet du taux d'usure qui bloquerait un certain nombre de crédits. Plusieurs courtiers estiment que ça pourrait bloquer jusqu'à 45% des dossiers qui seraient retoqués par les banques à cause de ce taux d'usure. François Villeroy de Galhau estime que ce chiffre est largement surestimé et qu'il n'y a pas, entre guillemets, si je résume un petit peu sa prise de parole en fin de semaine dernière, qu'il n'y a pas vraiment de sujet aujourd'hui sur le crédit immobilier. C'est un sujet qui inquiète vos adhérents, ça, aujourd'hui ? Alors, peut-être un mot sur la composition des adhérents au niveau de la CNCGP. Nous, comme vous le savez, il n'y a pas de représentation, ou en tout cas de définition précise de ce qu'est un conseiller en gestion de patrimoine. On considère que le CGP, quand il vient à la Chambre, c'est parce qu'il dispose des statuts qui sont nécessaires à l'exercice de son activité. Donc ça va être le statut de CIF, de conseiller financier, dont on a parlé tout à l'heure, le statut d'intermédiaire en assurance, d'intermédiaire en crédit, et aussi on considère qu'il doit disposer de la carte T pour intervenir sur des opérations immobilières. Donc il y a peut-être une inquiétude. Alors voilà, donc d'une partie d'entre eux. Tout ça, en résumé, tout ça pour dire que ça constitue une part de l'activité de nos adhérents, mais ce n'est pas l'ensemble de l'activité. Donc, dans la mesure où nous sommes agréés en qualité d'association représentative des intermédiaires du crédit, effectivement, nous sommes intervenus avec d'autres associations pour mener une enquête, sonder nos adhérents, voir où étaient les difficultés, sur quel point ils pouvaient rencontrer des problèmes. Et c'est la raison, et ce qui nous a amené plutôt à communiquer sur ces sujets au début du mois d'août. Voilà, pour matérialiser le fait que pour certains, il y a vraiment des difficultés et qu'une solution pourrait peut-être intervenir pour revenir, pourquoi pas, sur les conditions d'élaboration du taux d'usure, ou en tout cas au niveau de l'appréciation de ce taux d'usure par les consommateurs, par exemple. Nicolas Ducrot, on est dans une séquence qui s'appelle Enjeux patrimoine. Quels sont, selon le délégué général de la CNCGP, les grands enjeux qu'on n'aurait pas évoqués pour cette fin d'année en ce qui concerne le secteur de la gestion de patrimoine ? Alors, on est vraiment à une époque charnière au niveau de la gestion de patrimoine, parce qu'on voit émerger des cabinets qui avaient une taille importante jusqu'à présent, qui ont décidé de se structurer, qui ont fait appel à des fonds d'investissement, qui sont en train de constituer des champions de l'économie de la gestion de patrimoine, champions d'aujourd'hui et également de demain. Ce qui est intéressant aussi à la Chambre, c'est qu'on voit à côté de ces structure importante se crée. On voit beaucoup de nouveaux adhérents nous rejoindre. Donc, on entend dire des fois, mais est-ce que la consolidation, c'est pas remettre en cause ? Non, il y a autant de façons de faire. Vous voyez de nouveaux CGP arriver, c'est ça, de nouvelles structures ? En tout cas, nous, on voit depuis 4 ans, depuis que je suis à la Chambre, on a à peu près 10% de nouveaux adhérents chaque année. On est sur cette tendance qui ne se dément pas. C'est vraiment une dynamique qui est structurante. Et du coup, on sait que ces nouveaux acteurs vont venir renforcer les acteurs du conseil en gestion de patrimoine. Et ça, c'est très bien parce qu'il y a différents, comme je vous le disais, il y a différents types de structures. Donc, un des enjeux, c'est la consolidation du secteur. C'est pas forcément la consolidation, c'est de voir jusqu'où cette consolidation va amener l'écosystème régulé des conseillers en gestion de patrimoine. Ça, c'est un point qui est intéressant. Un autre point qui est intéressant, c'est tous les travaux qui sont en train d'être faits à l'heure actuelle au niveau de l'Europe et puis aussi au niveau français sur les aspects durabilité. Donc, vous ne pouvez plus ouvrir un magazine, une page d'information sur Internet consacrée à l'univers de la gestion de patrimoine sans tomber sur ces sujets. Donc, nous, Mais on voit d'ailleurs des conseillers en gestion de patrimoine spécialisés là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on voit ça quand on est là dans le secteur depuis 20 ans et que du coup, on n'a pas cette spécialisation ? Écoutez, en fait, c'est très bien d'être spécialisé sur cette thématique. Après, les autres adhérents, en tout cas ceux qui ne le seraient pas, pourraient demain le devenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des autorités, existe une vraie réflexion structurante pour que les conseillers en gestion de patrimoine soient formés. C'est pour ça qu'on a lancé une formation avec l'AMF sur les enjeux de la finance durable. Et puis aussi, on a la réglementation qui entre en application. On a réussi à travailler avec l'AMF pour que ce qui concerne les enjeux de durabilité rentre en application au 1er janvier 2023 et pas forcément au mois d'août parce que tous les acteurs, les partenaires notamment, n'étaient pas forcément prêts. Bien sûr. Et puis en interne, on va aussi travailler pour mettre à la disposition de nos adhérents des outils dédiés à une meilleure prise en compte des critères ESG notamment. On a lancé une commission et on finira là-dessus. Voilà, sur les aspects de la finance durable et puis aussi on a une de nos adhérentes qui fait désormais partie du comité label ISR. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu les enjeux du secteur actuellement. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.